Bonsoir, bonsoir, bienvenue à toutes. Bonjour Nadia, bonjour Eda, bonjour Cécile, bonjour Emmanuel, bienvenue. Vous êtes les premières, je vais vous laisser arriver, vous connecter. Je vois des connexions à l'audio qui sont en train de se mettre en place. Bonjour Eda, vous pouvez ouvrir vos caméras si vous le souhaitez, on est entre nous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir, en cette journée du 8 mars 2022, la journée internationale des droits des femmes. Tous les mots comptent double. J'aime beaucoup souligner qu'on parle aujourd'hui des femmes dans le monde, de la condition de toutes les femmes dans le monde. Et si nous avons encore du chemin à parcourir ici en France, eh bien, nous le savons bien, dans d'autres pays, eh bien, le travail reste à faire. Parfois, il régresse. On va avoir l'occasion d'en parler ce soir. Et donc, je crois aujourd'hui qu'en tant que femme libre, dans un pays libre, eh bien, nous pouvons être un moteur à la fois pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres femmes qui peuvent regarder vers nous et du coup dire, ça existe ailleurs, nous aussi, on veut ça. Voilà, donc je suis vraiment très, très contente de vous retrouver ce soir. Je crois que je ne connais pas Nadia, Cécile, Emmanuel, ou peut-être que je vous connais, vous êtes peut-être déjà venus dans d'autres réunions. Je vous invite peut-être à vous présenter dans le chat si vous préférez garder les micros et les caméras fermées, ce que je peux comprendre. Eda, nous connaissons, je suis ravie de te retrouver à nouveau ce soir. À chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, je vous invite à écouter le podcast que j'ai tourné avec Eda il y a quelques semaines, qui est disponible sur ma chaîne YouTube, Ida Gennari Elichuri. Eda a un parcours extraordinaire et voilà, vous pourrez l'écouter pendant 45 minutes. Voilà. Attends, je mets le son, Eda. Hop, parce que je vois que tu prends la parole. Non, je disais singulier. Singulier. Un parcours singulier, oui. Quand je dis extraordinaire, c'est vraiment au sens premier du terme, c'est en dehors de l'ordinaire aussi. C'est ça. C'était la découverte. Exactement. Alors, il y a encore quelques-unes d'entre vous qui arrivent. Je vais ouvrir. Je vais démarrer dans 2 minutes. Donc, D'accord. il y a des connexions. Je laisse le temps d'arriver. Je sais que comme ça, en fin de journée, le mardi, je vous raconte l'anecdote du soir, peut-être en attendant justement que tout le monde arrive. J'ai fait une conférence ce matin pour la SNCF, là où j'ai travaillé pendant 10 ans. Je vais vous en parler un petit peu juste après. Donc, j'étais très contente de retrouver des locaux. C'était assez émouvant pour moi. Et puis aussi d'anciens collègues. J'ai fait une conférence aussi sur la question des femmes dans les entreprises ce matin à Orléans. Et puis, j'ai rejoint la Normandie. Voilà, où j'ai aussi des engagements ici. Et l'endroit où je suis arrivée, il y a à peu près 1 heure et demie, il n'y avait pas de connexion Internet. Donc, Ouais. j'ai appelé l'hôtel de la ville où je suis arrivée, qui m'a dit oui, en effet, on n'a pas d'Internet depuis ce matin. J'ai dit, ah, bah ça, c'est quand même très embêtant pour moi, qui doit être en conférence dans à peu près 1 heure, quoi, le temps que j'arrive et que je pose mes affaires. Et du coup, j'ai appelé la plus grande ville à côté de là où j'ai atterri, qui est Dieppe. Voilà, donc je suis à Dieppe et je suis au Grand Hôtel de Dieppe, Casino Partouche, qui m'a accueilli avec une gentillesse extraordinaire. Je les ai appelés depuis la ville où j'étais en disant, écoutez, voilà, j'ai pas d'internet. Si j'arrive chez vous, est-ce que vous m'accueillez pour me brancher à votre Wi-Fi? Oui. Ils m'ont dit, bah ok, pas de problème. Donc moi, je pensais que j'allais arriver dans le lobby de l'hôtel et puis que j'allais trouver un petit fauteuil et puis peut-être des gens qui allaient parler autour de moi, etc. Je ne savais pas trop dans quelles conditions j'allais arriver. Écoutez, je suis arrivée. C'est pour vous dire aussi la vie, quand on laisse faire, parce que je me suis dit, ça va se régler. Je vais trouver une solution. Et je suis arrivée au Grand Hôtel. J'ai eu la jeune femme qui m'avait répondu au téléphone tout de suite. Et elle m'a dit, écoutez, voilà, je vous installe dans la salle du petit déjeuner. Donc, je suis toute seule dans la salle du petit déjeuner et ils m'ont servi un café. Ah, ben voilà. Voilà, c'est pas beau ça?
voilà, donc je trouve que c'est un beau message parce qu'évidemment, je commençais à stresser un peu. J'essayais d'envoyer des messages depuis l'endroit où j'étais initialement. Pas de 4G, enfin, ça marchait pas, etc. J'essayais de faire des photos. Mon portable m'a dit plus de place dans ton portable. Je suis Oula. bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, Vraiment, cette notion que je partage avec les femmes que j'accompagne, et notamment dans l'école des femmes inspirantes, je vais avoir l'occasion d'en parler aussi, c'est ça, c'est être dans la vie, être dans ce qui se passe et se laisser traverser par l'événement, faire ce qu'on a à faire, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire dans cette situation, prendre sa responsabilité, son habilité à répondre. Vous allez voir que je vais vous en parler beaucoup tout à l'heure. Et en tant que femme, c'est super important de développer ça, son habilité à répondre aux situations qui nous arrivent, passer un coup de fil, parler de son besoin, dire ce dont on a besoin et l'état des lieux, et provoquer la coopération. Et voilà, et vous vous retrouvez toute seule dans une salle. J'ai une salle de réunion immense là pour moi toute seule. Je vois un petit oui. peu de là où je suis et je suis avec vous connectée ce soir. Donc immense gratitude, voilà, pour la vie, les rencontres et ce qu'on peut faire aujourd'hui grâce à la technologie aussi. Bon, écoutez, je vais démarrer. Je pense qu'on va avoir des arrivées en cours de route, donc peut-être que vous me verrez jongler un peu entre la salle d'attente et ici, puisque vous étiez plus d'une quarantaine d'inscrits. Donc voilà, je pense qu'il y aura sans doute des arrivées entre-temps. Je vous invite, parce que voilà, ça ne me dérange pas que vous gardiez les écrans noirs. En revanche, c'est vrai que quand on est en présentiel, on sait on sait à qui on parle. Quand on est en visio, un peu moins. Donc voilà, je comprends si vous êtes occupé, c'est peut-être pas évident d'ouvrir les caméras. Ça, c'est aussi l'avantage de pouvoir faire les choses en visio, c'est qu'on peut faire deux choses en même temps. En revanche, pour qu'il y ait aussi du partage, parce que je vais faire une conférence, mais je vais aussi vous inviter à partager, à échanger. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat tout simplement qu'est-ce qui vous a donné envie d'être là ce soir? Voilà, Eda, Nadia, Cécile, Michel, Emmanuel, Maude. Michel, je pense que c'est un homme, donc je suis ravie d'avoir un homme en cette journée internationale des droits des femmes. C'est important qu'on ait les hommes avec nous. L'une des participantes de l'école des femmes inspirantes a lancé une initiative formidable With All Women for Peace dans la situation que nous vivons actuellement. Elle a lancé un magnifique dessin de messages de paix, d'humanité et aussi du rôle que nous avons à jouer, nous, en tant que femmes, pour parler du modèle que l'on veut, du modèle de société que l'on veut, pour être aussi, pour prendre notre place, et c'est le sujet de ce soir, prendre notre place dans les décisions, comment est-ce qu'on a envie de coopérer entre nous, entre les peuples, et donc voilà, c'est with, c'est avec les femmes, c'est les hommes avec les femmes avec les hommes, donc bienvenue aux hommes qui vont nous rejoindre ce soir, et donc bienvenue à Michel, si vous êtes un homme, puisque je n'en ai pas la garantie, parfois on prend le pseudo de son mari ou le zoom de son mari, donc voilà. Donc, Eda est là pour apprendre, super, super. Vraiment, j'insiste, ça m'intéresse et puis ça me donne aussi de l'énergie pour vraiment vous en redonner après dans la conférence. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a donné envie d'être là ce soir? Bonsoir de la Belgique, génial. Voilà, ça j'adore, d'être aux quatre coins. La semaine dernière, je faisais aussi des conférences depuis la Tunisie. Je trouve ça génial. Voilà, la Tunisie, Dieppe, Paris. Voilà, dites-nous en effet d'où vous êtes, d'où vous parlez là ce soir. C'est vraiment réjouissant. Donc, la proposition de ce soir, on est ensemble pour 1h30. C'est le thème que je vous proposais, c'était prendre sa juste place à la hauteur de son potentiel dans le monde d'après. Il y a beaucoup d'enjeux. Actuellement, après 2 ans de crise sanitaire et après et pendant une crise politique qui est en train de s'ouvrir au niveau mondial, politique et géopolitique. C'est vraiment très important qu'on parle de ça ce soir pour les femmes, en cette journée, encore une fois, internationale des droits des femmes. C'est important qu'on parle de justice, c'est important qu'on parle d'égalité, c'est important qu'on parle de potentialité et de ce qu'on peut faire, de mise en action.
Et c'est important aussi qu'on parle de cette notion de potentiel et peut-être aussi de haut potentiel. J'ai envie de vous parler de ça aussi parce que c'est une de mes expertises. Et donc, il n'y a pas nécessairement besoin d'être haut potentiel pour être là ce soir ou d'être intéressé par le sujet du haut potentiel, mais je vais quand même en dire deux mots, parler des femmes et des femmes et des femmes HPI en particulier, donc haut potentiel intellectuel. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les confusions peut-être que l'on fait aujourd'hui? Parce que c'est un sujet qui a été beaucoup médiatisé, je dirais notamment les 5 dernières années, et tant mieux. Ça permet que le grand public connaisse ces notions-là et éventuellement se pose des questions, fasse son introspection pour mieux se connaître. Et en même temps, parfois, il y a aussi un petit peu des confusions, bien sûr, quand on commence à donner de l'information au grand public. Dans ces informations-là, parfois, il faut aussi faire un petit peu le tri. Donc, je vous en parlerai. Voilà, je vois qu'il apparaît HPE, HPI. Tout ça, c'est des notions qui méritent qu'on fasse un petit peu l'éclaircie là-dessus. Voilà. Donc, apprendre en cours d'introspection suite à un licenciement mal vécu. Ouais, c'est des situations aussi complexes qui amènent à réfléchir sur soi. Sortie d'un milieu très masculin et une fille au potentiel donc HPE émotionnel. On va regarder ça ensemble. Et Maud, intéressée par le sujet, curieuse. Ok, super. Bon, et bien rentrons dans le vif du sujet. Je vais partager mon écran. Alors, ça ne va pas être si simple que ça parce que je vais jongler entre un peu tous les tableaux, mais ça va le faire, on va y arriver. Il faut juste que je fasse ça. Attendez un petit instant, que je vous présente quelque chose qui ressemble à quelque chose quand même. Alors, si je fais ça, je ne peux plus être avec vous. Voilà, un petit écran, mais on va s'en sortir. Est-ce que vous voyez mes slides? Est-ce que vous voyez des femmes à l'aube d'une ère nouvelle qui sont en train de festoyer ensemble? Est-ce que vous voyez le titre de la conférence? Dites-moi si c'est tout bon. Vous pouvez me faire un pouce, vous pouvez vous manifester. J'essaie de voir un petit peu comment je peux en même temps voir le chat, voilà, par ici. Donc, ça a l'air parfait. Ok, génial. Et j'essaie de voir juste si je peux continuer à voir les gens qui arrivent. Caroline qui arrive. Voilà, parfait. Je ne vous dis pas mon écran. C'est une mosaïque. Il y en a partout. Voilà. Mais je vais m'en sortir. Bon, alors ce soir, d'abord, je voudrais aussi qu'on resitue. Je suis là aussi dans le cadre de mon activité au sein du Centre des thérapies intégratives et nouvelles technologies qui se situe à Paris, 8 rue Blanche. J'exerce en collaboration d'autres psychologues. Je vais juste désactiver les... Voilà, si vous pouvez désactiver les micros de votre côté. Donc, j'exerce en collaboration avec d'autres psychologues et la fondatrice de ce centre s'appelle Alexandra Rivière-Lecar. Je la remercie infiniment de ce qu'elle a fait avec ce centre. C'est un truc génial. Voilà, c'est un centre qui est vraiment la psychologie pour tous. On peut y aller explorer différents accompagnements, différentes thérapies aussi. Moi, je suis plutôt du côté de l'accompagnement dans le cadre du travail. Je m'occupe des entreprises, de l'accompagnement des transformations, notamment dans les entreprises. Je vais vous expliquer pourquoi. Je m'occupe de la question du haut potentiel et je m'occupe des femmes. Ça, c'est vraiment un champ que j'ai ouvert ces dernières années, depuis 2018. Je vous expliquerai aussi pourquoi. Et donc, au centre, on peut venir me voir pour faire un bilan au potentiel, pour parler d'une question d'orientation professionnelle, pour parler de conciliation et d'équilibre pro-perso, pour parler également d'épanouissement et de réalisation de soi, de connaissance de soi. Voilà, j'ai mis sur Facebook, si vous me suivez, je suis la psy des femmes et des hommes qui se réalisent. Et donc,
Je suis une psy qui a beaucoup navigué aussi dans les organisations, dans les grandes entreprises et qui encourage vraiment à l'initiative, à la création, à la créativité, à se connaître pour aussi développer sa liberté d'être, hein, sa liberté de prendre sa place justement dans sa vie et de pouvoir puiser ses ressources et vivre à la hauteur de son potentiel. Je crois vraiment à cette notion de potentiel. Je crois que tout le monde en a un. Où qu'il soit. Et puis, il y a aussi une tranche de la population qui ont ce qu'on appelle un haut potentiel. Et qu'est-ce que je fais avec ça ? À quel endroit je vais pouvoir réellement vivre et déployer ces hauts potentiels ? Parce que ce n'est pas parce qu'on a un haut potentiel que ça marche bien. C'est bien ça dans le mot, hein, potentiel, ça veut dire que c'est possible de faire quelque chose, mais ça ne marche pas toujours. Et il y a vraiment un catalyseur à aller chercher pour que ce haut potentiel puisse se réaliser en vrai. Et c'est aussi de ça dont je vais vous parler ce soir, en particulier pour les femmes. Mais on va avoir vraiment le loisir d'en parler. Donc, encore une fois, merci à Alexandra Rivière-Lecard d'avoir créé ce bel endroit. On y fait aussi des conférences comme ce soir offertes. Voilà, il y a plein de choses à aller aussi y découvrir. Ça vous va comme programme? Je vous laisse mettre dans le chat si c'est tout bon, si vous vous êtes pas trompé de direction ce soir. et on va continuer. On est un petit peu plus nombreux, donc c'est super. Bon, très bien. Merci Caroline. Impeccable. Alors, peut-être 2 mots pour me présenter. Donc, je m'appelle Ida Génari-Elichery. J'ai travaillé pendant 15 ans dans des grandes organisations. J'ai fait médecine, j'ai raté médecine, voilà. En fait, plus que de soigner les corps depuis très longtemps, j'avais plutôt envie de m'intéresser à l'humain, voilà, au fonctionnement humain. Donc, après avoir fait médecine et avoir coché la case « maman veut que je fasse médecine », je me suis inscrite en psycho et j'ai déroulé d'abord 5 années d'études dans lesquelles je me suis régalée. Et puis à la fin de mes études, je travaillais déjà à Air France à l'époque. Et mon directeur de master me propose de continuer de faire un doctorat. Et en même temps, Air France me dit, on a aussi envie de continuer le projet sur lequel on travaille ensemble depuis 2 ans. Donc, tu peux faire un doctorat chez nous. Ça s'appelle un contrat CIFRE, hein, une convention industrielle de formation par la recherche. Et donc, voilà, tu vas avoir un poste dans le développement managérial, dans l'accompagnement du développement managérial, et en même temps, tu feras ta thèse à l'université. J'étais à Paris 5 à ce moment-là. Je dis, génial, super, trop bien. Et puis, en même temps, on était en 2017. Je me marie et avec mon mari, on se dit qu'on a envie d'avoir des enfants, etc. Et donc, la question de avoir des enfants, prendre des responsabilités dans une entreprise, avoir un projet de thèse et donc engageant, hein, parce qu'une thèse, ça dure pas une semaine, hein, ça dure 3 à 4 ans. Eh bien, c'est posé à moi très vite, du coup, la question du choix en tant que femme. Est-ce que je dois choisir par rapport à tout ça? Est-ce que je peux m'autoriser à dire oui à tout ça? Oui au mariage, oui aux enfants qui vont venir, et on en voulait 4 et on en a 4. Donc, oui aux enfants qui vont venir, oui à une thèse de doctorat et oui à un poste engageant. Et honnêtement, est-ce que c'est le fait que je sois une femme qui a fait ça? Mais je me suis vraiment posé la question. Je me suis dit, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que j'ai le droit de dire oui à cette proposition à Air France alors que je sais que peut-être dans quelques mois, je serai enceinte? Est-ce que j'ai le droit de dire oui à mon directeur de thèse alors que peut-être que ça va faire beaucoup entre les responsabilités professionnelles au quotidien et puis en effet, peut-être ce bébé qui va naître, etc. Et il s'est passé 2 choses. Et ça, je vous invite vraiment à être attentif à ça parce que moi, je crois beaucoup aux messages qui peuvent nous être envoyés par notre entourage, quand cet entourage est bienveillant et porteur. Et je vous invite vraiment à être attentif à votre entourage et à choisir les personnes qui vous soutiennent et qui vous protègent. Et moi, ça a été 2 hommes, mon mari, qui m'a dit, écoute, tu as beaucoup de projets, donc on y va, parce que si tu fais les choses les unes après les autres, en séquentiel, comme on dit en psychologie, tu n'auras pas assez d'une vie. Donc, dis oui,
et on est partenaires, on est ensemble et on trouvera des solutions. Donc ça a été l'encouragement formidable de la part de mon mari avec qui je suis depuis bientôt 20 ans. Et puis le deuxième encouragement, ça a été celui de mon ami de fac, avec qui j'avais fait aussi mon stage de fin d'études à Air France, avec qui voilà, c'est toujours mon ami aujourd'hui, ça fait 20 ans qu'on se connaît, et on s'amusait comme des fous à l'époque. On mettait en place plein de trucs pour les managers, on testait, on rigolait. Lui, il partait avec des dossiers sous le bras après déjeuner, il me disait... Je fais quelque chose de très important. Et il marchait dans les couloirs, l'air très concerné, avec ses dossiers sous le bras pour faire une pause, en fait. Mais avec l'air concerné et des dossiers sous le bras, comme ça, on ne pouvait pas dire qu'il n'était pas en train de travailler. Il avait l'air très, très occupé, très, très, très concerné quoi, par la situation avec les sourcils froncés, comme ça. Donc, c'est quelqu'un qui me faisait beaucoup rire. Et donc, je lui parle de ça à cette époque-là, et il me dit, lui aussi, fais-le. Il me dit juste ça, fais-le. Je parle de ce passage dans mon livre qui s'appelle Femme-S. Vraiment, vous savez, parfois, c'est 2 mots, hein, c'est rien du tout. Hein. C'est juste ça. Hein. Là, il n'a pas dit quelque chose de plus. Il m'a juste dit, fais-le. Il y a une citation de Victor Hugo, je ne vais pas la voir là directement. Je sais que je le cite dans mon livre. Vous allez peut-être le trouver si vous faites un petit Google, là, comme ça, vous allez m'aider. Qui dit ça. Parfois, on rencontre une personne, un regard, un mot, et le cours de votre vie est changé pour toujours. Voilà. Si quelqu'un trouve la citation exacte de Victor Hugo, je prends. Mais c'est exactement ça, en fait. Parfois, c'est juste un mot. Et ça s'est reproduit un petit peu plus tard. Et là aussi, je vous parle encore de ça par rapport à nous, les femmes. J'ai donc fait cette thèse. J'ai donc travaillé pour Air France pendant toutes ces années-là. Et puis, mon contrat de recherche s'est arrêté et j'étais enceinte de ma 2e fille. Donc, tout était un peu bien organisé. Je vous parlais d'organisation tout à l'heure. Donc, j'ai eu ma première fille au milieu de ma thèse de doctorat et j'ai eu ma 2e fille à la fin de ma thèse de doctorat, ce qui fait que quand je suis partie en congé maternité, ça n'a gêné personne puisque je partais en même temps que la fin de mon contrat de recherche. Donc ça, c'était pas anodin. Hein. J'ai vraiment... en tout cas planifié, je ne savais pas si ça allait marcher, mais en tout cas, je l'ai planifié. Et dans la vie, c'est comme ça, hein. On ne sait jamais si ça va marcher, mais on peut planifier. Après, si le circuit ne marche pas, bah, ce n'est pas grave, on utilise une autre voie, d'accord? Mais déjà, se dire, OK, moi, je vais essayer de le faire comme ça. Et puis, si ça marche, bah, voilà, on peut passer à l'étape d'après. Donc, j'ai eu ma fille, la 2e, le 8 janvier 2011. Et là, la SNCF cherche quelqu'un en CDI pour prendre la responsabilité d'une équipe de recrutement. Et toujours cet ami de fac, qui du coup était passé d'Air France à la SNCF, le même, m'appelle et me dit, est-ce que tu es intéressé par ce poste? J'avais accouché 10 jours avant. Je lui dis, évidemment que je suis intéressée par ce poste. C'est super. Alors évidemment, c'est pas un hasard, hein, le fait qu'on m'appelle. Hein. J'avais activé tout le réseau avant de partir en congé maternité. Donc, il n'y a pas, voilà, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait qui provoque aussi des retours et des allers-retours, etc. Donc, OK. Hein. Je lui dis, oui, ça m'intéresse. Il me dit, écoute, j'appelle la responsable qui s'occupe du recrutement. Tu auras peut-être la possibilité de la rencontrer dans les prochains jours. Je dis, voilà, les prochains jours? Mais voilà. Bon, OK. Et en effet, on est donc fin janvier et je reçois ce coup de fil et donc je me présente pour les entretiens de recrutement le 1er février. Ma petite avait donc 3 à 4 semaines, quoi. Voilà, donc je me rappelle un petit peu que ça avait été un peu challengeant, bien sûr, mais derrière, je ne veux pas que vous voyiez ça comme un truc qui a été difficile, etc. C'est un truc que je voulais. Alors, je ne vous dis pas que c'est ce qu'il faut vouloir, d'accord? Je ne vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Je vous dis, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qui est important pour soi? Et à partir du moment où c'est important pour soi, donc ça peut être ça ou autre chose, sous cette forme ou sous une autre, comment j'y vais? Comment je me donne les moyens d'y aller? Et je peux vous assurer que quand c'est quelque chose qu'on veut au fond de son cœur, pour moi, c'était vraiment quelque chose d'important. C'était aussi un aboutissement après plus de 10 années d'études de pouvoir rentrer dans un grand groupe, d'avoir ce poste, de conduire une équipe, de développer des projets autour du recrutement. Il y avait vraiment des très, très belles choses qui étaient en train de se mettre en place à la SNCF à ce moment-là.
C'était important pour moi. D'accord ? Et je peux vous assurer que du coup, l'énergie, elle est là. Donc, je ne vous dis pas que c'est ça qu'il faut que vous fassiez, ce que moi j'ai fait. Je vous dis d'aller vraiment vous interroger le plus souvent possible sur qu'est-ce qui est important pour moi en ce moment. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et parfois, cette question, elle n'est pas si facile que ça. Et parfois, ça nécessite soit d'avoir des oreilles attentives, comme a pu être cet ami pour moi, par exemple, à ce moment-là, mais ça peut être aussi quelqu'un qui accompagne, dont c'est le métier, en fait, de recevoir ces questionnements-là et d'introspecter ces questionnements-là avec vous. Voilà. Donc, je suis rentrée à la SNCF. J'ai fini ma thèse cette année-là. Grâce aussi, là, pareil, à un mot qu'une de mes collègues m'a dit un jour dans un couloir. Elle-même avait fini sa thèse quelques années avant et elle m'a dit, Ida, une thèse, ça se termine. Donc, toutes ces anecdotes pour vous remontrer de nouveau, comme quoi un mot parfois, une rencontre peut changer le cours d'une vie. Si elle ne m'avait pas dit ça, ce jour-là dans ce couloir, on était au mois de juillet 2011, c'est pas sûr que j'aurais fini ma thèse. Parce que je commençais à me demander, faut que je fasse un effort, c'est compliqué, ma petite, elle est petite, je dors pas bien la nuit, et puis j'ai ce poste qui me prend beaucoup de temps. Je commençais à me raconter des histoires, en fait. Je commençais à me raconter tous les empêchements qui étaient devant moi pour ne pas finir cette thèse. Alors qu'elle était écrite, alors qu'il n'y avait plus qu'à, entre guillemets, parce qu'il y avait encore beaucoup de travail, mais il n'y avait plus qu'à s'y remettre quelques semaines, validé par le comité scientifique, etc., et puis soutenir la thèse. Et donc, le fait d'avoir entendu ce message de la part de cette collègue qui est aussi devenue une amie chère et qui travaille avec moi aujourd'hui, on travaille ensemble, ça m'a permis de me reposer la question de est-ce que c'est important pour toi ou non de finir cette thèse? La réponse était oui. La réponse aurait pu être non. Et auquel cas, ok, je ne finis pas cette thèse, mais c'est un choix délibéré. Je ne vais pas porter ce truc-là toute ma vie comme un espèce de boulet, d'accord? C'est un choix délibéré. Là, la réponse, c'était oui, c'est important pour moi de finir. Et de nouveau, j'ai ressenti cette énergie pour me remettre au travail, prendre des vacances, prendre 15 jours de vacances, finir de rédiger, remettre les choses dans l'ordre, me prendre des remarques très désagréables de mon directeur de thèse parce que, soi-disant, je n'avais pas écrit les trucs dans le bon sens. Donc, voilà, il fallait tout remodifier. OK, j'écoute, j'entends, je fais ce qu'on me dit, j'écoute les conseils et on y va. 3 mois après, je soutenais ma thèse, j'étais docteur en psycho, c'était bouclé, l'histoire était bouclée. Et aujourd'hui, vous allez voir comment cette thèse se réinvite dans mon travail pour les femmes et je me rends compte à quel point finalement ça a du sens d'avoir fini parce qu'aujourd'hui, je peux vous délivrer ce que j'ai appris grâce à cette thèse de doctorat et qui me sert aujourd'hui aussi à construire les outils que je délivre dans mes accompagnements et notamment au sein de l'école des femmes inspirantes. Voilà. Alors Eda, tu dis faire une introspection au préalable toute seule. Au préalable, en fait, au départ, cette introspection, elle se fait à l'occasion des discussions profondes. Ça, c'est aussi vraiment cette notion de qui m'entoure. Est-ce que je suis entourée par des personnes qui me permettent de me poser les bonnes questions, d'avoir les conversations qui nous élèvent, ou est-ce que je suis entourée de personnes qui me rabougrissent? Voilà, ça c'est hyper important. Dans le catalyseur entre le potentiel et la réalisation de son potentiel, je vais vous les lister tout à l'heure, les catalyseurs, mais ce qui est sûr, c'est qu'un des catalyseurs, c'est l'environnement. L'environnement que nous avons autour de nous. D'accord? Et ça, quand on est enfant, c'est difficile. Voilà, on part pas tous de la même base. Parfois, on part d'une bonne base. Et la vie, les accidents de la vie, nous font amener dans un environnement qui est plus complexe, plus difficile, plus dur. Ça m'est arrivé aussi. J'aurai peut-être l'occasion de vous le raconter. Et donc, on a besoin de s'extraire de cet environnement-là pour retrouver un environnement porteur. D'accord? Mais quand on est adulte, c'est justement une des compétences dont je vais vous parler aussi, qui est cette capacité à répondre à ce qui nous arrive, à aller puiser parfois nos ressources et à nous faire aider. Donc, au départ,
pour moi, l'introspection, ça a été ces discussions profondes avec mes camarades de classe, on va dire, hein, mes camarades de jeu ou mes consoeurs, mes confrères, hein, puisque bon, alors voilà, on avait sans doute cette appétence à ces conversations-là parce qu'on est tous psychologues et que ça faisait partie un peu de notre expertise et de ce dont on aime parler. Après, l'introspection, clairement, je l'ai faite en étant accompagnée moi-même. Hein. D'ailleurs, quand vous allez voir un psy, je vous invite à lui demander s'il est accompagné. Hein. Je vous invite à lui demander s'il a fait le chemin lui-même. Hein. Est-ce qu'il a les trucs dans sa tête parce qu'il a bien appris sa leçon, et pas toujours, hein, pendant ces 5 années de psycho, ou est-ce qu'il a non seulement appris ces trucs pendant ces 5 années de psycho, c'est le minimum qu'on peut lui demander, mais en plus, est-ce qu'il s'est confronté à l'introspection? Est-ce qu'il s'est confronté à la difficulté de répondre pour lui-même à cette question, qui je suis, qu'est-ce que je veux, quelle est ma part de contribution que j'ai envie d'avoir pour le monde, quels sont mes traumatismes, petits ou grands, quels sont du coup, du fait de mes traumatismes, mes empêchements, mes croyances, tout ce qui va me bloquer finalement dans mon existence et dans mon parcours. Il a vraiment intérêt à avoir fait ce travail, votre psy. Parce que sinon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous projeter sa réalité sur vous. D'accord? Donc, moi, voilà, je me suis fait accompagner. J'ai 7 ans de psychanalyse et c'est pas fini. J'ai été coachée par divers coachs, par diverses techniques de thérapie. Ça, c'est aussi ce truc-là du centre hein, que vraiment dont je suis extrêmement reconnaissante envers Alexandra, c'est d'avoir créé un centre intégratif. Pas de dogme psychanalyse, thérapie cognitivo-comportementale, énergétique. Moi, j'ai ouvert des champs qui étaient aussi des champs qui n'étaient pas enseignés à la fac parce que un peu moins scientifiques, mais qui m'ont permis d'ouvrir la palette, d'ouvrir le champ de réflexion. Donc voilà, l'idée, c'est d'aller la faire, cette introspection. Et si vous allez la faire avec un psy ou un coach, c'est de lui demander si lui-même il a fait le chemin pour voir un petit peu à qui vous avez affaire. Voilà. Alors, je poursuis donc selon préambule pour me présenter un peu et pour situer les choses. Donc, simplement pour finir l'histoire, après, j'ai parcouru les directions RH de la SNCF sur différents postes de direction et je me suis occupée des transformations sur mon dernier poste. Et puis, j'avais vraiment cette envie de monter mon propre cabinet. Donc, qui s'appelle Psy Éco-Développement, qui est partenaire du CTINT, et de m'occuper, comme je vous le disais, de continuer à m'occuper des entreprises, de m'occuper des HPI et de m'occuper des femmes. Alors, j'accueille en même temps. C'est quand même important que je sache si à ce stade, vous m'entendez bien et vous voyez bien ce qui se passe quand même. Parce que du coup, je parle beaucoup, mais si vous ne m'entendez pas et que vous ne me voyez pas, c'est pas terrible. Donc, dites-moi si tout est bon de votre côté. Ok, super. Me voilà rassurée. Top. Dites-moi un petit peu comment ça résonne pour vous déjà. Voilà, là je vous ai parlé un peu de mon parcours aussi avec une intention d'inspiration, hein, de déjà lancer des premiers messages en fait hein, sur la question qui nous préoccupe ce soir, à savoir aller puiser ses ressources et développer son potentiel. Est-ce qu'il y a déjà des choses qui vous parlent? Je vous invite à mettre au fur et à mesure vos commentaires dans le chat de manière à ce que je puisse interagir avec vous et le cas échéant répondre aussi au fur et à mesure à vos interrogations. Alors, prendre sa juste place, pourquoi c'est important? D'abord, est-ce que c'est important selon vous? Et si c'est important, pourquoi c'est important? Est-ce que vous pouvez partager deux mots là-dessus? S'il y en a qui sont inspirés à ouvrir le micro et à dire 2 mots là-dessus, je suis toute oui. Sinon, vous pouvez mettre dans le chat si vous êtes un peu plus timide. Et moi, j'ai des choses à vous dire là-dessus, bien sûr. Donc, voilà, je reprendrai la parole, bien sûr, là-dessus. Alors, qui veut prendre la parole? C'est Emmanuel? Je vois un micro ouvert, c'est pour ça que je ne sais pas. Ou c'est Alice? Ou c'est... Donc, prendre sa juste place. Est-ce que c'est important? Et si ça l'est, pourquoi c'est important?
Personne n'a envie de se lancer. On est entre nous, hein. Il n'y a pas trop de monde. On est 12. Voilà, il n'y a pas de... il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de jugement. Super, Caroline. Alors, Caroline démarre en disant « C'est important pour se réaliser et être aligné ». Super. Quoi d'autre? Pourquoi c'est important de pouvoir prendre sa juste place, selon vous? Bon, vous préférez que je vous donne mon point de vue. Alors, vous allez voir, j'ai travaillé le sujet autour de 4 axes. Le premier axe, c'est d'abord de parler ensemble du bien-être et en effet, comme le dit Caroline, de la réalisation de soi. Alice dit que ça demande un peu de réflexion, oui. J'entends. Alors, si, ça démarre. Pour être en accord avec ses valeurs, voilà pourquoi c'est important, pour se connecter avec soi, etc. etc. Oui, super. Continuez à mettre dans le chat votre point de vue là-dessus. Justement, ça permet de brainstormer. Enfin voilà, autorisez-vous. Il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse là-dessus. Donc moi, un premier axe que j'ai choisi, c'est en effet l'axe du bien-être et de la réalisation de soi. Et j'ai envie un peu de vous demander, est-ce que parler de ça aujourd'hui, ce serait un luxe, surtout en ces temps troublés. Et du coup, pourquoi s'autoriser à être bien? Eh bien, c'est important pour soi d'abord, mais c'est aussi important pour les autres. Voilà. Est-ce que ce serait un luxe? Moi, j'ai l'impression que parfois, il y a des personnes que je reçois en séance, et même avant le Covid, et même avant les événements douloureux là qu'on est en train de vivre, et bien qui parfois ne s'autorisaient pas à aller vers cette notion de bien-être, de réalisation, parce que par rapport à d'autres, ça pourrait gêner, ça pourrait ne pas être juste, et donc comme s'il y avait un petit peu une petite limitation à s'autoriser, à se sentir bien et à se réaliser. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez aussi autour de vous, ou est-ce qu'il y a que moi qui ai rencontré des personnes qui hésitent à justement s'autoriser le bien-être et la réalisation de soi? Dites-moi un petit peu. Alors, je vois qui est-ce qui a mis un commentaire. Michel. Alors, Michel, je suis un homme, tout à fait. L'idée principale et surtout le thème de prendre sa place en tant qu'individu, tout à fait. Ceci dit, si le problème concerne la place des femmes, cela m'intéresse aussi. Je suis curieux de tout, le bien-être, la réalisation de soi, la psychologie et l'affaire de tous. Tout à fait. J'aime beaucoup cette idée de la psychologie pour tous. On a tous un cerveau qui fonctionne. Et donc, on a beaucoup cloisonné la psychologie à justement des difficultés, voire parfois des pathologies. Et non, la psychologie, c'est nous tous, c'est notre fonctionnement psychique, c'est notre fonctionnement humain. On a un corps, on a un cerveau. Et c'est important de le prendre en compte. Voilà. Important de prendre sa place parce qu'il est important que ce ne soit pas toujours les autres qui décident à notre place, oui, qui décident de nos propres choix, tout à fait. Beaucoup de personnes évoquent leur souhait de changer, mais peu osent sauter le pas finalement. Oui, bien sûr, l'audace, le courage. Alors, mais le courage, si on regarde l'étymologie du mot courage, c'est agir avec le cœur. Cœur, agir avec son cœur. Donc oui, le courage et l'audace de sauter le pas, parce que quand on fait ça, on développe sa responsabilité. Et quand on développe sa responsabilité, on a pas mal de choses à faire quand même. Hein. On a pas mal de choses à créer, à construire. Et ça, c'est pas toujours confortable. C'est pas toujours facile. Parce qu'on ne sait pas toujours ce qu'on peut faire, du coup. Hein. Plus de responsabilité, ça veut dire la possibilité d'être plus libre, bien sûr. Mais être plus libre, c'est aussi ne plus avoir de recettes de cuisine. Donc, ça veut dire, comme disait Michel, ne plus attendre que les autres nous disent ce qu'on a à faire. Et donc, c'est être face à une page blanche. Et donc, en boucle, ça sollicite de nouveau notre responsabilité, c'est-à-dire notre capacité à répondre, notre capacité à être dans les situations et à y aller, à faire. Donc oui, ça demande de l'audace, ça demande du courage. Et en même temps, pour ceux que ça peut inspirer, il y a peut-être un voyage intéressant
captivant et puis peut-être de beaux cadeaux aussi à la clé. Hein. Voilà. Alors, super, super. Vous mettez plein de choses dans les commentaires. Je regarde en même temps. Voir des gens qui se réalisent amène l'idée que c'est peut-être possible pour soi aussi. Tout à fait. C'est donc porteur et ça peut apporter de l'optimisme dans les temps difficiles. Tout à fait. C'est pour ça que je vous disais au début, le fait que nous, on soit des femmes en France, qu'on ait la possibilité de se positionner, oui, c'est difficile et on va voir, hein, je vais vous donner des statistiques, oui, c'est difficile et il y a encore plein de choses à faire, mais on peut le faire. On est libre de le faire. Là où ailleurs, eh ben, justement, elles peuvent nous regarder en se disant, si là-bas, c'est possible, moi, avec ce regard vers elles, eh ben, j'essaie d'avancer, j'essaie de me positionner aussi. Et parfois, je prends beaucoup de risques pour ça. Hein. Donc oui, en effet, c'est porteur pour les autres. Moi, je dis souvent, ça aussi, je l'ai écrit dans mon livre, c'est en vous autorisant à être cette femme qui se réalise sur les facettes qu'elle a envie de vivre, c'est à toutes les femmes que vous autorisez ce mouvement. C'est à toutes les femmes que vous montrez en effet que c'est possible. Voilà. Eda a créé son poste de caféologue pour retrouver sa place, pour me retrouver à ma place. Voilà, Alice, je trouve ça difficile de prendre le temps pour soi dans le but d'aller vers la réalisation personnelle lorsque l'on n'ose pas déplaire aux autres, que l'on veut faire plaisir aux autres avant soi-même et souvent pour ma part sans s'en rendre compte. Oui, alors déjà, Alice, c'est déjà super déjà de se dire je fais ça et parfois je ne m'en rends pas compte, mais je m'en rends compte aussi puisque je suis capable de l'écrire. Et ça, déjà, vous pouvez vous le dire ce soir, je suis capable de l'écrire. Donc, en fait, il y a plein de moments où je ne m'en rends pas compte, mais en fait, je le sais. Et après, en effet, il y a cette question du rééquilibrage de son temps, du rééquilibrage de ce qu'il est juste de donner et de recevoir. Et ça, ça fait partie aussi du travail, qu'on peut faire. Emmanuel, question de génération, j'éduque ma fille à pouvoir prendre ses propres décisions, à pouvoir être indépendante et fière d'elle plus tard. Oui, complètement d'accord avec ça. J'étais hier soir, j'ai fait un live hier soir aussi hein, dans le cadre de la semaine de la Journée internationale des droits des femmes aujourd'hui. Hier, j'ai fait un live avec Edna Caïm, qui, elle, est spécialisée, experte dans la discipline positive. Donc, la discipline positive, c'est un mouvement d'éducation, de parentalité qui vient des États-Unis qui vient de Jen Nelson, a été traduite par Béatrice Salamé, un gros bouquin qui est vraiment très, très riche. Et Edna travaille avec ces deux personnes-là et a un super programme de parentalité positive. Vous pouvez voir la conférence qu'on a fait hier, sans doute en replay sur YouTube. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que l'éducation qu'on donne aujourd'hui à nos enfants est une éducation beaucoup plus libre, beaucoup plus à l'écoute des besoins de nos enfants et qui invite aussi justement à la prise de position de nos enfants dans les discussions, dans les échanges, donc qui invite à la coopération, etc. Donc c'est une éducation qui est passée d'une éducation de soumission. J'obéis à mon père, j'obéis à ma mère, puis plus tard, j'obéis à mon patron, j'obéis aux institutions, j'obéis à tout, je suis un être doté de pensée, doté de valeurs, doté de ressources, et je peux, pas forcément renverser la table à chaque fois, il ne s'agit pas de faire la révolution, mais je peux, dans le contexte qui est le mien, dire moi aussi ce dont j'ai besoin. Dire moi aussi ce que je pense et commencer aussi à négocier et parfois à faire bouger le cadre si nécessaire. Et ça s'appelle la démocratie aussi. Hein. Ce mouvement, ça c'est Cynthia Fleury qui est psychanalyste et qui a une chaire de psychologie au CNAM, qui dit ce mouvement d'individuation, hein, ce mouvement de devenir un individu pensant, c'est aussi la garantie de notre démocratie. Encore une fois, c'est pas je suis contre, hein, c'est pas l'enfant de 2 ans qui dit non à tout. C'est je suis un individu construit qui sait dans quel contexte et dans quel environnement il navigue, dans quel cadre de réglementation et de loi il navigue, et qui, tout en les acceptant, est capable à un moment donné de dire moi en tant qu'individu, ça, c'est OK pour moi, ça, c'est un peu moins OK pour moi, et comment est-ce que je peux commencer du coup à prendre position pour éventuellement renégocier le cadre.
Voilà. Et ça, c'est de la démocratie. Donc super, c'est vraiment, vraiment très, très intéressant. Alors, je vais aller sur le terrain du bien-être et de la réalisation de soi. Concernant le sujet de la réalisation de soi, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la pyramide de Maslow? Dites-moi un petit peu dans les commentaires. C'est possible que vous connaissiez. Voilà, Caroline connaît, Emmanuel connaît. C'est possible que vous ne connaissiez pas et c'est OK. Hein. Je vais pas faire un cours sur la pyramide de Maslow, mais je vais prendre la pyramide de Maslow comme repère pour parler de la réalisation et surtout de cette idée que est-ce que la réalisation de soi, c'est un luxe? C'est vraiment le truc qu'on atteint quand tout le reste est OK, quand on a fait les courses, quand on a rempli le frigo, quand on s'est bien occupé de ses enfants, quand on a bien répondu aux mails. Est-ce que après tout ça, je peux m'autoriser à penser à ma réalisation personnelle? Et je pense que la pyramide de Maslow a vraiment un grand avantage, c'est d'avoir répertorié les besoins humains. Peut-être que l'écueil, c'est d'avoir classifié les besoins humains comme ça, comme s'il y avait un niveau d'infériorité et de supériorité par rapport aux besoins. D'ailleurs, elle a été pas mal critiquée pour ça. Et en plus, c'est pas tout à fait vrai que pour se réaliser, on aurait absolument besoin de répondre à nos besoins physiologiques, répondre à notre besoin de sécurité, répondre à notre besoin d'appartenance, etc. Il y a aussi des gens qui se réalisent et qui n'ont pas les conditions matérielles que nous avons, qui vivent dans une autre spiritualité, un autre mode de connexion avec le monde, et heureusement. D'accord? Donc, moi, ce que j'ai envie de faire avec vous ce soir, c'est de prendre la pyramide de Maslow, mais de la déconstruire avec vous et de simplement prendre d'elle le fait que nous avons tous des besoins fondamentaux, besoins physiologiques, besoins de sécurité, besoins d'appartenance, besoin d'estime de soi et de confiance en soi, et besoin de réalisation. Ça fait partie de nos besoins fondamentaux. Et donc, c'est pour ça que c'est important. Et c'est d'autant plus important que vous allez voir que l'OMS, finalement, l'a inscrit dans sa conception de la santé. L'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, a décrit le bien-être. Et vous allez voir que sa définition du bien-être, c'est bien loin d'être une définition rose bonbon et bisounours qu'on nous renvoie parfois, nous, les professionnels qui travaillons sur cette notion-là. On nous dit, oui, vous ne connaissez pas la vraie vie dure, etc. Bon, moi, je travaille dans l'industrie pendant 15 ans. Je peux vous dire que la vraie vie dure, je la connais, j'étais sur le terrain, j'ai négocié avec des partenaires sociaux, c'était très compliqué parfois. Donc voilà, pour autant, et justement, à contrario, c'est précisément du bien-être dont on a besoin de parler. Et pas de mettre des corbeilles de fruits dans les open space, hein, mais vraiment de ce que c'est que le bien-être. Et donc l'OMS nous dit quoi là-dessus? L'OMS nous dit le bien-être, c'est le fait pour chacun d'entre nous de pouvoir circuler dans la vie en mobilisant nos forces et nos ressources internes, nos forces et nos compétences, nos forces et nos valeurs. D'accord? J'insiste sur les forces parce que c'est quelque chose qui est très peu connu. Il n'y a que 30% de la population qui est capable de dire quelles sont mes forces intrinsèques. Vraiment là où je suis bon, quand je le fais, j'adore le faire, et quand je le fais, j'obtiens des résultats. C'est ça que ça veut dire une force pour la psychologie positive. Quand on travaille avec moi, en général, je fais passer le questionnaire qui permet à chaque personne d'identifier ses forces. Et j'ai fait ça, par exemple, avec un jeune homme il n'y a pas très, très longtemps. Il est revenu à la séance d'après, il m'a dit, j'ai passé le questionnaire, j'ai identifié mes 5 forces principales, c'est super, je ne savais pas ça avant. Et du coup, il avait déjà eu des projets entrepreneuriaux qui n'avaient pas marché. Et en fait, il a dit, OK, je sais ce qu'il faut que je fasse pour faire un projet entrepreneurial, parce qu'en plus, j'ai fait une école de commerce, donc c'est bon, j'ai la technique. Mais maintenant, je sais quel projet entrepreneurial je vais développer. Parce que maintenant, je connais mes forces. Et je sais pourquoi je me suis plantée avant. Je me suis plantée avant parce que je suis allée développer un projet entrepreneurial qui avait rien à voir avec mes forces, qui était même à l'opposé de mes forces. Donc forcément, à un moment donné, ça bloque, ça bute. D'accord? Parce que justement, quand on n'est pas dans ses forces, eh ben, on ne se sent pas bien. C'est distordu. On sent que ça écartèle un petit peu. On n'est pas au bon endroit, justement. On n'est pas à sa bonne place. Donc, ce n'est pas pour rien
que l'Organisation mondiale de la santé nous dit la première chose pour parler du bien-être, c'est est-ce que je connais mes forces et est-ce que je vis ma vie en pouvant exprimer mes forces dans mon quotidien. Première chose. Deuxième chose que dit l'OMS sur le bien-être, c'est le fait d'appartenir à un groupe qui va nous stimuler, nous motiver. D'accord ? Ça rejoint l'idée que je vous disais tout à l'heure sur le fait de choisir son environnement, d'être avec des gens qui portent, des gens qui encouragent, des gens qui soutiennent, pas des gens qui rabaissent, qui disent « t'as cette idée-là, mais enfin, pour qui tu te prends avec cette idée ? Non, mais tu crois que tu vas y arriver, toi ?» Voilà. Ça, il faut ouvrir les warnings au secours. Voilà. Hein ? Qu'il y ait des gens qui viennent nous dire est-ce que tu as pensé à telle ou telle chose? Est-ce que tu as pensé à ton business plan? Est-ce que tu as... Oui, ça, c'est constructif. D'accord? Ça, c'est nécessaire. On a besoin de se poser, on a besoin d'évaluer ce qu'on a besoin de faire, sa planification, son plan d'action, son business plan. Et c'est vrai aussi quand on est salarié. Hein. Je vais prendre un poste de niveau supérieur. Est-ce que j'ai bien pris en compte les impacts que ça va avoir sur mes autres domaines de vie? Est-ce que c'est OK pour moi, le prix à payer, d'avoir une responsabilité supérieure, plus d'argent, etc. Il y a un prix à payer. Hein. Est-ce que j'ai tout mesuré? Donc ça, si vous avez une discussion avec quelqu'un profonde sur ces sujets-là, oui, ça, c'est de l'appartenance constructive, positive et qui aide à prendre les bonnes décisions dans sa vie. D'accord ? Donc, deuxième point pour se sentir bien, c'est soigner son cercle d'appartenance. Troisième chose que nous dit l'Organisation mondiale de la santé sur le bien-être, c'est le fait de pouvoir contribuer et de créer. Qu'est-ce que j'apporte ? Hein ? Qu'est-ce que j'ai envie de dire ? Et on est vraiment comme ça, hein, nous les humains. On a envie de contribuer. On a envie d'être connu et reconnu dans ce qu'on sait faire et de pouvoir apporter quelque chose, donner et recevoir. D'accord ? Ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Ça peut être contribuer à un projet dans son travail, mais ça peut être aussi contribuer en tant que maman, en tant que mère, par exemple, hein, et être vraiment investi dans cette mission-là, maternelle, par exemple. Ça peut être contribuer dans un club associatif, dans le club sportif de ses enfants, dans l'association des parents d'élèves. Contribuer, créer et contribuer, avoir le sentiment d'apporter quelque chose, ça, c'est quelque chose qui nous rend bien. Donc, la première question à se poser, c'est à quel endroit j'ai envie d'être, à quel endroit j'ai envie de donner quelque chose. Okay ? Moi, ce soir, je suis là avec vous 1h30, je le fais très régulièrement, c'est offert ce soir, c'est pas la question en fait. J'ai envie de vous apporter un message. Je suis dans mes forces, je suis dans mes compétences, j'ai travaillé 15 ans pour avoir cette expertise, j'adore faire ça. Je pourrais être à l'instant même avec mes sœurs en train de boire l'apéritif. Ben non, j'ai choisi d'être là, de faire 26 minutes de voiture parce que je n'avais pas de Wi-Fi là où j'étais. Et je suis ravie d'être là avec vous ce soir. Si j'ai apporté même une idée, une graine qui vous est utile ce soir, voilà, c'est ça que j'ai à faire. Et je le fais. Vous savez, on sait aussi qu'on est au bon endroit quand on est prêt à payer pour faire son travail. Voilà. Et moi, ça fait partie des choses. Je suis prête à payer pour faire mon travail. Je suis prête à faire les 26 km à 2 € le litre d'essence aujourd'hui, voilà, pour être là ce soir avec vous. Bon, résultat des courses, l'hôtel Partouche m'a offert le café. Donc, c'est parfait. Voilà. Vous voyez, on est récompensé. Ça s'appelle donner et recevoir, en fait, cette affaire. Ça s'appelle vraiment donner et recevoir. Et quand on le teste, et je vous assure que j'étais loin de tester ce genre de choses il y a encore 5 ans dans ma vie. Je me posais beaucoup de questions. J'étais très boulot, métro, les enfants, et c'est dur, oh là 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 là. Puis à un moment donné, j'ai dit, moi, je ne vais pas vivre ma vie comme ça, c'est ridicule, ça n'a aucun intérêt. Donc, voilà, on remet les trucs sur la table et qu'est-ce que je peux faire, quoi. Et j'ai eu à me regarder dans la glace. Ce n'était pas nécessairement agréable au départ, je peux vous le dire. Mais la récompense, elle est au-delà de ça. Elle est vraiment au-delà de ça. Donc, la question du bien-être et de la réalisation, c'est pas du luxe. En particulier en ces temps troublés, c'est particulièrement important. Alors, comme c'est la journée internationale des droits des femmes, on va parler
Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez, mais là, nous, on n'entend plus. Il n'y a plus de son. Il y a plus... L'image est bloquée. Oui, apparemment, Ida doit avoir un petit problème de connexion. On voit un petit nuage à côté d'elle sur la liste des participants. Ida, on ne t'entend pas. Ok. Alors, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Wow. Alors, est-ce que ça marche là? Vous me voyez? Ouais, ça y est, c'est bon. Ah, top. Oh là là, mais que d'émotions ce soir. Que d'émotions, que d'émotions. Bon, je vais récupérer ma présentation. Hop, laissez-moi juste une petite minute. Voilà. Et je fais une tentative de partage en espérant que ça ne nous mette pas tout le système en branle. Est-ce qu'on est tout bon là? C'est OK. Génial. Bon, super. Donc, 80% des femmes, je vous disais, qui se déclarent en surcharge mentale quand on leur pose la question. Donc, c'est beaucoup. Et on me disait ce matin, chez les hommes, ça augmente aussi. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que, voilà, on parle des femmes aujourd'hui, mais moi, j'aime vraiment cette idée de travailler en coopération entre les hommes et les femmes. Et on va avoir beaucoup de choses à faire ensemble ces prochaines années pour repenser les modèles, pour repenser l'organisation du travail, pour repenser les coopérations au sein des familles. Hein. Ça ne date pas d'hier, bien sûr, ce propos-là. Mais vous verrez tout à l'heure pourquoi ça va être encore plus d'actualité dans les prochaines années. Quand on interroge un instituteur et qu'on lui demande qui vient à l'école pour les réunions parents-prof, qui remplit le carnet de liaison, qui vient quand il y a besoin d'une réunion, qui vient quand l'enfant est malade, 95% des fois, c'est la maman qui est sollicitée. D'accord ? Donc là aussi, c'est assez parlant. Concernant les temps partiels sont assurés à 80% par des femmes. D'accord ? Quand on regarde les statistiques, premier enfant, les femmes continuent à travailler. Deuxième enfant, il y a une chute. Troisième enfant, c'est même pas une chute, c'est un cratère. D'accord ? Et quatrième enfant, on ne sait plus où elles sont. Elles ont disparu de la circulation dans le monde du travail. D'accord ? Donc ça, c'est aussi important.
les femmes, dans le cadre de la crise sanitaire, ont été 43% à être en activité partielle. Donc, activité partielle, chômage partiel. Ça veut dire quoi en termes d'implication sur l'indépendance financière, économique, sur la possibilité d'avoir des promotions? Ça veut dire que si les femmes ne sont pas là, ce n'est pas elles qui sont choisies tout naturellement pour les postes. Donc, ça a une implication évidemment sur l'indépendance, sur leur indépendance. Statistique aussi intéressante durant la crise sanitaire et durant les confinements. 25% des femmes seulement ont eu un lieu dédié pour travailler pendant le confinement. Pour 40% des hommes, donc on voit de nouveau cet écart entre les hommes et les femmes sur le fait de prendre sa place. C'est vraiment de ça dont il s'agit. Je suis assez interrogative en fait sur le fait que 40% des hommes qui ont fait en sorte d'avoir un lieu pour travailler, c'est pas tant que ça. C'est-à-dire que globalement, quand même, on voit combien ça a pu être difficile lors des confinements d'avoir un lieu dédié, de pouvoir travailler en paix, au calme. Donc, ça a été, cette réalité, elle est vraie pour les hommes et pour les femmes, et elle est encore plus vraie pour les femmes. Et souvent, c'est le cas, en fait. Quand on parle des sujets, on voit que c'est difficile pour les hommes et pour les femmes, et c'est encore plus difficile pour les femmes. Voilà ce qui se passe. Sur la question de la santé mentale, c'est pareil. Il y a une étude très intéressante qui était sortie en 2018 de la Fondation Pierre Deniker qui parlait de la santé mentale au travail. En gros, ça nous disait qu'il y avait 25% de la population qui était en souffrance au sein des entreprises. C'est énorme. Prenez 4 personnes dans une équipe, il y en a une qui souffre et sur laquelle il y a des conséquences pathologiques d'un point de vue mental et psychique. D'accord ? Donc, c'est juste énorme. Et en fait, cette étude montrait que c'était encore plus vrai pour les femmes. Pourquoi c'est encore plus vrai pour les femmes ? Pas parce que les grands patrons de la psychologie du début du XXe siècle nous ont dit que les femmes étaient des hystériques et que de toute façon, c'était intrinsèque aux femmes. C'est pas ça. Je suis en train de lire un très bon livre, d'ailleurs, je vous le glisse comme ça, Le bal des folles, magnifique. Vous pouvez voir le film aussi, de Mélanie Laurent. Voir comment les femmes ont été traitées du point de vue de la santé mentale au début du siècle, c'est juste horrible. Voilà. Petite parenthèse fermée. Je reviens à cette étude de Pierre Deniker, donc qui nous dit que c'est encore plus difficile pour les femmes, cette affaire de santé mentale. Pourquoi ? Parce que c'est elles qui portent la charge émotionnelle, souvent, très souvent. C'est elles qui sont isolées, très souvent. Et c'est elles qui endossent toute la part charge cognitive, le plus souvent aussi. Voilà, d'accord ? Donc voilà pour les statistiques. Autre statistique sur la place des femmes, là pour le coup, plutôt dans les organisations. 48% des femmes sont dotées d'un diplôme supérieur en France pour 38% des hommes. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les femmes, elles ont plus de diplômes que les hommes, d'accord ? C'est pas pour faire gna gna gna, on est plus forte, c'est juste une réalité, d'accord ? Bon, c'est comme ça. Pour autant, on est 17% seulement à être, enfin en tout cas, les comités de direction, ne présentent que 17% de femmes en moyenne en France. D'accord ? Donc, c'est assez intéressant quand même de voir cet écart-là. Ça veut dire qu'il y a quand même une difficulté pour les femmes à prendre leur place sur des postes de direction. On va parler du plafond de verre. Il y a plein de choses qui font que c'est pas nécessairement évident. Mais en tout cas, ce qui est sûr, parce que parfois, il y a des doutes, et j'ai entendu ça là, même au sujet de la présidentielle, qu'on soit d'accord ou pas d'accord politiquement, j'ai entendu des attaques sur Valérie Pécresse qui est, voilà, ils ont voulu mettre une femme pour représenter les Républicains. C'est bien de mettre des femmes, mais encore faut-il s'occuper des compétences. Bon, Valérie Pécresse, elle est énarque, elle a été ministre, enfin ça va quoi. Les compétences, on peut être d'accord ou pas d'accord, après, il y a des questions de point de vue, d'accord ? Mais les compétences, il n'y a pas de doute à avoir sur le fait qu'en France, les femmes ont des compétences pour prendre des postes de direction, d'accord ? Elles ont les diplômes, elles ont les expériences. Simplement, elles ont du mal à gravir les échelles au sein des organisations et on va voir ce que la France a décidé de faire par rapport à ça, d'ailleurs. Donc, premier point sur les constats. Et aussi, j'avais envie de vous faire regarder ça un petit peu. Moi, ce que j'entends dans mon cabinet, j'ai essayé de le répertorier et de vous le proposer aujourd'hui, c'est un peu tous ces verbatims-là. Et un peu en introspection ce soir, si vous avez envie de parcourir cette liste et de cocher si vous trouvez que ça vous ressemble ou pas, allez regarder ça. Allez regarder si
si vous courez tout le temps, si vous avez le sentiment ou le manque ou un sentiment de manque de reconnaissance, allez regarder si vous ressentez parfois des sentiments de culpabilité. Moi, j'entends beaucoup ça dans mon cabinet, des femmes qui renoncent à un poste ou à une promotion ou à un projet, des femmes qui manquent de temps, de qualité pour elles, pour leur couple, pour leurs enfants. Des femmes qui disent s'éloigner de leurs activités préférées, qui arrêtent de faire du sport, de la danse, de lire, je sais pas quoi, de marcher avec leurs copines, d'aller au resto, enfin voilà, des trucs qu'on fait quoi dans la vie normale. Je veux dire, c'est pas extraordinaire quoi. Des femmes qui ont mis de côté aussi vraiment cette notion de bien-être dont je vous parlais au profit d'une réussite qui serait vraiment conforme aux attentes sociales. Donc on se pose pas la question de se dire est-ce que je suis dans mes forces? Est-ce que je contribue à ce que je veux contribuer? Est-ce que je travaille avec les personnes avec qui j'ai envie de travailler? Non. On regarde, est-ce que je coche la case du bon poste, du CDI, du truc valorisé socialement, etc. Et ça crée des distorsions énormes par la suite. C'est aussi pour ça qu'on a des burn-out, que ça craque à un moment donné. Parce qu'on est tellement loin de ces aspirations qu'on tombe à un moment. Beaucoup de colère, beaucoup de frustration. On a eu ça ce matin, par exemple, des femmes courageuses qui ont pris la parole en disant « mais nous, on ne comprend pas, on a les mêmes diplômes que nos collègues, ils ont avancé tout droit, nous, on est encore sur des postes à reculer et à se battre pour prendre notre place. » Donc, c'était dur ce matin. Il y a eu des moments vraiment où j'ai entendu vraiment beaucoup de colère, de tristesse, de frustration, parce que ça ne va pas assez vite, parce qu'on ne se sent pas reconnu. Alors aussi un truc, une espèce de distorsion qui est que du coup, quand on réussit, on ne l'attribue pas à soi, mais on va aller l'attribuer à des circonstances extérieures. Ah bah j'ai eu du bol, j'ai eu cette promotion, bah j'ai eu du bol, c'était peut-être parce qu'il y avait que moi sur le chemin. Ça c'est peut-être quelque chose qui vous parle. Alors ce matin, oui, je l'ai dit rapidement, j'étais à la SNCF, j'ai retrouvé des collègues, je suis intervenue pour SNCF Mixité et j'ai fait une conférence dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Et donc voilà, il y a des collègues qui se sont exprimés en disant « mais nous, on est à la traîne, pourquoi ?» Et c'était douloureux pour elles, vraiment, vraiment douloureux. Donc cette espèce de difficulté aussi à reconnaître finalement sa propre douance, à avoir le sentiment de faire des efforts décuplés, qu'on n'est jamais assez bien, qu'on est peut-être même un peu bizarre finalement. Est-ce qu'on a raison de vouloir se positionner comme ça? Est-ce qu'on est légitime finalement? Il y a une telle volonté d'atteindre la perfection, ça aussi c'est une statistique qu'on connaît un petit peu, c'est une femme pour se présenter sur un poste attend d'avoir 120% des compétences quand un homme à 80% se dit bah, c'est normal, j'ai une promotion, donc par définition je vais vers quelque part où il y a plus que ce que je faisais avant. Donc s'il y a un gap, c'est normal. Sinon ce ne serait pas une promotion, ce serait un déplacement parallèle, un déplacement horizontal, vous voyez ? Donc, un homme, il pense comme ça. Une femme, elle se dit « Ah non, il faut que je coche vraiment toutes les cases, voire plus, pour pouvoir prétendre à aller sur un chiffre, sur un poste plus important. » Ça crée beaucoup de découragement. J'entends beaucoup de femmes qui, du coup, ont envie un peu de baisser les bras ou baissent les bras ou leur corps, à un moment donné, leur font baisser les bras. Les émotions sont dans ce cas-là décuplées. Et puis, il y a cette difficulté aussi à dire non, à vraiment se positionner parce qu'il y a la peur de déplaire. Et puis, la communication avec les autres qui peut aussi devenir délicate. Merci Alice. Merci. Donc, je vous invite à regarder pour vous, sans se dire « oh là là, si vous cochez toutes les cases et tout ça », mais simplement peut-être à vous dire « bon bah ok, c'est intéressant. Si je coche ces cases-là, ça vaut peut-être le coup que j'y réfléchisse et que, en tout cas, ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est que ça… c'est pas ce qu'on recherche en fait. Même si notre société qui va vite, qui pressurise, qui demande d'être performant, qui demande d'atteindre des objectifs toujours de plus en plus, etc., pousse et nous met dans une espèce de forme de normalité à vivre ça, je veux vraiment ce soir vous passer le message et vous dire non, la normalité, c'est de se sentir bien. Et je vous le dis vraiment… avec encore plus de conscience, parce que c'est une phrase qu'on m'a dite à moi.
par une de mes coachs, et ça fait pas si longtemps que ça qu'on me l'a dit. Je pense même que ça fait 1 an peut-être, où j'étais en train d'échanger avec une coach sur un sujet, et elle m'a dit ça. Elle me dit, mais en fait, Ida, stop, la normalité, c'est quand on va bien. Donc on arrête souffrir, être comme ça, tirailler, mettre au boulot de dodo, aller vite, 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 c'est comme ça, j'ai pas le choix. C'est ça qui va pas en fait. C'est ce système-là qui est pathogène. D'accord ? Donc, quand on est face à ça, d'abord, la plus grande audace, c'est de regarder. Et c'est de se dire, OK, j'ose regarder ça, c'est pas agréable. Et éventuellement, si c'est trop désagréable, je me fais accompagner, je me fais aider parce que je vais avoir besoin de changer des choses et ça va pas être si simple. Ça va pas être si simple de bouger un peu les lignes, d'aller faire différemment, de parfois résister aussi à une forme de pression sociale et organisationnelle dans le travail qui invite à aller dans cette direction-là. D'accord ? Et donc, je vais avoir besoin peut-être d'être soutenue, de trouver l'autre chemin, l'autre possible. D'accord ? S'autoriser, voilà, Cécile, tout à fait, s'autoriser à sortir du cadre et à construire un nouveau chemin. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. J'ouvre à Sandrine, excusez-moi, je vois que ça toque à la porte en même temps. Alors, j'avance un petit peu, je vais vous parler du haut potentiel parce que tout ce que je vous dis là, c'est décuplé pour le haut potentiel. Pourquoi ? Parce que le haut potentiel, il a son cerveau qui fait plein de connexions, qui va très vite, voilà. Donc, il y a un peu de mal parfois. Ça, c'est un petit peu comme la boule de neige qu'on achète quand on va visiter la Tour Eiffel. Ça secoue beaucoup. Et chez les hauts potentiels, ça secoue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, parfois, il y a un petit peu de mal à faire en sorte que tout ça, ça redescende tranquillement. Et je vais vous dire pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a derrière le fonctionnement à haut potentiel qui fait qu'on retrouve cette difficulté parfois à ralentir, se poser les bonnes questions, se dire que si on a le choix, qu'on peut aller ailleurs, qu'on peut changer d'environnement, que peut-être on n'est pas en train justement de déployer son vrai potentiel, peut-être qu'on est en train de déployer le potentiel ailleurs, le potentiel de ce qu'on nous demande de faire, d'accord ? Mais pas vraiment le sien. Et donc, je vais vous dire 2 mots là-dessus. Bon, je ne vais pas vous faire un cours sur l'intelligence, on reviendra pour faire un cours sur l'intelligence, mais en gros, il y a des gens qui ont travaillé sur l'intelligence, des gens très intelligents, voilà, il y en a plein, Spearman, Piaget, tout ça, Wechsler et compagnie. Ce que je veux vous dire sur le haut potentiel, c'est que d'abord, ça repose sur différentes caractéristiques, notamment la capacité d'abstraction. Donc, ça veut dire qu'on va se sortir du concret pour aller créer des concepts. Abstraction, conceptualisation, verbalisation. Donc, les personnes qui ont un haut potentiel, elles voient le monde d'une certaine manière et elles arrivent à poser des mots sur le monde. D'accord ? Pour ça, elles ont un bagage de vocabulaire, alors qui a été acquis aussi en fonction de son environnement. Mais en tout cas, elles ont une capacité à absorber parce qu'elles ont aussi une très bonne mémoire, on va voir ça, qui du coup leur permet d'avoir un réservoir de verbal qui leur permet justement d'avoir un niveau d'abstraction et de conceptualisation au-dessus de la moyenne. Et quand je dis au-dessus de la moyenne, il n'y a rien pour moi de classifiant, c'est juste comme ça en fait. Il y a la plupart des gens qui fonctionnent d'une manière et il y a les hauts potentiels qui sont 2,5% de la population qui présentent ces caractéristiques. C'est ni bien ni mal, c'est ni mieux ni moins bien, c'est comme ça. C'est comme avoir les yeux verts ou les yeux marrons, c'est pas mieux, c'est pas moins bien. Celui qui a les yeux bleus, quand il est ado, il a des atouts, d'accord ? Mais il peut avoir aussi des difficultés quand il est en plein soleil, paf, il se prend une conjonctivite parce que voilà, il a les yeux fragiles. D'accord ? C'est pareil pour le haut potentiel. C'est ni bien ni mal, c'est ainsi. Et parfois, ça amène des facilités et parfois, ça amène quelques difficultés aussi. D'accord ? Notre caractéristique des hauts potentiels, c'est la résolution de tâches pratiques, mécaniques, la capacité à résoudre des problèmes, à manier les informations, à faire des liens à la fois inductifs ou déductifs selon ces informations-là. Et donc, voilà, finalement, à être assez agile pour trouver des solutions. Troisième caractéristique qu'on retrouve, ça va être un lien et une compréhension de son environnement social. Ce sont des personnes qui peuvent faire aussi
des liens plus facilement. C'est des personnes qui vont vite aussi, qui ont un fonctionnement cognitif. Alors ça, moi, je ne suis pas neuropsychologue, mais voilà, il y a tout un fonctionnement au niveau cérébral qui fait que les faisceaux de neurones sont construits d'une certaine manière et font en sorte que l'information traverse très, très rapidement le système cognitif et le cerveau. Et puis, il y a une mémoire, une capacité de mémorisation qui est reste Alice, reste, une capacité de mémorisation qui est aussi plus importante que la moyenne. Alors, vous savez, il y a Jeanne Siofachin qui a beaucoup vulgarisé la question du haut potentiel et participé à faire connaître cette question. Donc, qui a aussi amené quelques confusions, mais justement, je vais y venir sur le HPE. Mais justement, elle a inventé ce terme de zèbre. Et pour filer la métaphore de la savane, je vais vous raconter une anecdote. Quand j'étais au laboratoire de recherche à Paris 5, nous, quand on parlait des hauts potentiels, on disait ces 3 caractéristiques, c'est une capacité de voir le monde comme une girafe. Donc voilà, je prends de la hauteur, je vois le monde, je conceptualise, j'arrive à en dire des choses. C'est une mémoire d'éléphant, c'est un œil de lynx. C'est la rapidité du guépard. Voilà, donc vous voyez, on filait la métaphore avec les animaux. Donc tout ça, finalement, à la fin, ça fait peut-être un zèbre, en effet. Alors, un point aussi supplémentaire que je voulais vous dire. Donc, pour savoir si il y a des échelles qui existent, c'est les seules qui existent au niveau international. Si vous passez des tests sur Internet et tout ça, bon, voilà, il y a plein de gens qui ont trouvé le filon avec les HPI parce que tout le monde s'intéresse à ça aujourd'hui. Ça peut coûter assez cher aussi. Donc, si vous avez du budget à mettre, allez le mettre au moins sur un outil qui est validé scientifiquement parce qu'en effet, un bilan, c'est coûteux. C'est un investissement, mais faites-le avec des professionnels, des experts et qui utilisent les bonnes échelles de mesure pour lesquelles il faut être formé parce qu'il y a une lecture particulière. Ces échelles, elles ont été créées à partir de 68 par M. Wexler. Ça part des études de Binet aussi au tout départ. Bref, c'est la Weiss 4 pour les adultes et à très bientôt Alice. Et le WISC 5 pour les enfants. Voilà, c'est les seules échelles qui vont vous permettre de savoir réellement si oui, non, je suis au potentiel. Et donc, il faut faire ce bilan, tout simplement, qui va vous permettre d'avoir un score. Ce score, il se joue entre 40, on peut dire 0 même, mais entre, voilà, on va dire 40, et 160, pas au-delà. Si on vous sort des échelles de mesure sur le coefficient intellectuel au-delà de 160, vous savez déjà que c'est du n'importe quoi, d'accord? Ça, c'est entre 40 et 160, le coefficient intellectuel. La moyenne de la population générale est à 100. Donc, quand on est à 100, on fonctionne très bien. Quand on est à 85, entre 85 et 115, on fonctionne très bien. C'est l'intelligence moyenne de la plupart des gens qu'on rencontre, qu'on côtoie, avec qui on travaille. Voilà, donc c'est parfait d'être là. Hein. Moi, je dis souvent ça parce qu'il y a des personnes qui disent ah, je suis là, je suis dans la moyenne. Non, c'est pas comme à l'école. Hein. C'est pas le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. C'est le fonctionnement de la plupart des gens. 68% pour être très, très précise. Et puis, si on regarde du côté de ce qu'on va appeler l'intelligence supérieure, puis le haut potentiel intellectuel, c'est 13,5% de la population entre 115 et 130. Et à partir de 130, on parle du fameux HPI, du fameux haut potentiel. Et là, on est sur 2,5% de la population. Voilà, donc c'est pas beaucoup. Moi, je rencontre les personnes qui viennent me voir sont souvent entre 115 et 140. Il y en a, quand ils passent un bilan, ils ne sont pas tous à 130. Ils sont souvent entre 115 et 130 parce que voilà, il y a eu des prémices, des symptômes, etc. Donc voilà, c'est souvent des personnes d'une intelligence supérieure. Mais voilà, le coefficient intellectuel à 130, c'est assez rare. Et vous avez les résultats en miroir de l'autre côté pour les personnes qui sont en difficulté et en déficit intellectuel, donc intelligence faible entre 70 et 85 et retard, ce qu'on va appeler retard mental entre 40 et 70. Donc ces personnes-là, elles ont besoin d'aide, d'être accompagnées. Voilà. Alors pour continuer sur le haut potentiel, puisque c'est ce dont on parle, sachez que ça ne détermine que 16% de la réussite d'un individu. C'est pour ça que je veux vraiment que vous ayez en tête, peut-être avant de partir ce soir, pour les femmes et pour les hommes, si je suis HPI,
ça ne va contribuer qu'à 16% de ma réussite. Donc, il se trouve que l'intelligence est la dimension qui est la plus corrélée à la réussite, d'accord? Mais même si c'est la dimension qui est la plus corrélée à la réussite, elle n'explique que 16%. Ça veut dire que 84% de notre réussite, elle est expliquée par plein d'autres choses. Et ce plein d'autres choses, c'est qui on est, notre personnalité, c'est notre environnement, c'est qu'est-ce qui me motive, c'est les rencontres que je fais, c'est le soutien que j'ai des autres, c'est le hasard aussi, hein, à quel endroit je me trouve, à quel moment, et puis là, je rencontre quelqu'un, d'accord? Et donc ça, c'est vrai pour nous tous, qu'on soit au potentiel ou pas. Alors c'est vrai que voilà, quand on est doté de capacités cognitives, eh ben, ça aide. Hein, c'est d'ailleurs ce qui va beaucoup aider à notre réussite. Mais pour autant, tout autour de ça, il y a plein de facteurs qui contribuent à notre réussite. OK ? Alors, 2 mots sur la notion de HPE, parce que j'ai vu que ça intéressait pas mal de personnes. Voilà. Alors, d'abord, vous dire que ce sont 2 dimensions vraiment à séparer. HPE et HPI, ce sont 2 dimensions qui n'ont pas de lien entre elles. C'est peut-être ça l'écueil qu'il y a eu ces dernières années sur les discussions autour du haut potentiel. On a directement fait un espèce de lien entre l'hypersensibilité et le HPI. Ça peut être vrai, mais ce n'est pas nécessairement vrai. Il n'y a pas de lien entre ces 2 dimensions. Ce sont 2 dimensions en psychologie qui sont cloisonnées, voilà, qui n'ont pas de lien entre elles. Okay ? Donc, ça n'exclut pas d'aller s'intéresser à ces notions-là. Elles sont moins solides d'un point de vue scientifique que la question du haut potentiel intellectuel. Les données sont des données souvent qualitatives, souvent autodéclarées de la part des personnes. C'est pour ça sans doute aussi qu'on retrouve 20 à 30% de la population qui s'auto-déclare parce qu'elle s'auto-évalue avec un questionnaire qui existe, hein, que Goldman a construit, mais ça reste de l'auto-évaluation. Et donc, voilà, elles se reconnaissent, elles disent oui, je me reconnais, et on retrouve du coup 20 à 30% de la population qui est hypersensible. OK. Donc, il faut prendre ça avec un peu de mesure. Goldman a écrit un énorme bouquin, donc je pense que quand on écrit d'aussi gros bouquins, c'est qu'on a beaucoup de choses à dire. Donc, voilà. Moi-même, je ne l'ai pas tout lu, son bouquin, parce que c'est un truc énorme. C'est un espèce de pavé. Vous voyez, je ne sais pas à la caméra si vous voyez, mais je fais un truc qui fait bien 7-8 cm. Ça fait bien presse-papier aussi, hein, comme bouquin, si vous avez besoin. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là, mais pour autant, ça reste un sujet qui est quand même moins solide d'un point de vue de la mesure et d'un point de vue scientifique que le sujet du HPI. D'accord ? Il y a une autre personne, notre psychologue aussi, qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui est Gardner, et qui a apporté aussi un autre concept que je trouve aussi intéressant, toujours pareil, hein, pour aller parler de ces sujets-là et approfondir, c'est Gardner. Et donc, lui, il a parlé des 8 intelligences multiples voilà, qu'on peut retrouver. Et donc, ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est qu'il est possible d'être HPI et hypersensible, d'accord, mais tous les cas de figure existent en réalité. Je peux vous dire que j'ai travaillé avec beaucoup de personnes qui étaient HPI dans mon travail à la SNCF. Ils n'étaient pas hypersensibles, hein, du tout, au niveau émotionnel, voilà, hein, voire même plutôt coupés de leurs émotions parce que, voilà, pour plein de raisons, ils sont fait un peu écran. Donc, voilà, on a tous les cas de figure. On a des gens qui sont au potentiel intellectuel et hypersensibles, au potentiel intellectuel et pas du tout hypersensibles. Pas potentiel intellectuel hyper élevé et très émotif. Voilà, on a aussi des très émotifs de ce côté-là. Et puis, on a qui sont ni l'un ni l'autre, qui sont juste voilà, dans la norme et c'est très bien comme ça aussi. Voilà. Alors, je passe là-dessus parce que je voudrais qu'on revienne sur les femmes avant de terminer. Donc, il faut quand même dire que pour les femmes, quand on est et femme et au potentiel, on peut parler quand même d'une double contrainte, une contrainte sociale et une contrainte du HPI qui est aussi, voilà, comment je fais avec ce potentiel-là? Est-ce que je suis au bon endroit pour l'exprimer? Parce que quand on ne peut pas l'exprimer, je peux vous assurer que ça aussi, en termes de bien-être, ça réduit considérablement sa possibilité d'être épanoui et serein. J'ai accompagné à la SNCF une femme, 45 ans, qui arrive à moi vraiment, mais pas bien,
Le responsable qui orientait comme ça les coachings me dit, Ida, je pense qu'elle est au potentiel, essaie de voir ça avec elle, mais je pense qu'elle l'est, etc. Je dis OK. Premier entretien, elle me dit j'ai été diagnostiquée, enfin pas diagnostiquée d'ailleurs, je fourche, c'est pas ce mot-là qu'il faut dire, il faut dire évaluer ou identifier, d'accord, parce que c'est pas un diagnostic, c'est pas une pathologie. Elle me dit j'ai été identifiée au potentiel quand j'étais enfant, j'ai 148 depuis, et ce qui s'est passé dans mon parcours, c'est que je suis une artiste, j'aime peindre, j'aime la culture, j'aime réfléchir, j'aime tout ça. Et quand j'ai voulu faire une école d'art après le bac, mes parents m'ont dit non. Ils m'ont dit chez nous, on ne fait pas ça et tu vas aller faire Sciences Po et c'est tout. Voilà, pas le choix. Voilà. Donc, elle rentre dans un truc très traditionnel pour quelqu'un qui avait eu son bac bien. Enfin, voilà. Donc, voilà, elle rentre dans un parcours, mais qui ne lui plaisait pas du tout. Elle foire royalement Sciences Po. Une fois, deux fois, trois fois, hein, même avec ses 148 de QI. Et elle rentre à la SNCF sur un poste d'agent. Donc, les postes d'agent à la SNCF, c'est niveau bac. D'accord ? Et elle fait sa carrière pendant 15 ans. Elle progresse au sein de l'entreprise et elle finit à 45 ans par réussir le concours des cadres et donc à avoir un poste avec un peu plus de responsabilité que ce qu'elle avait jusque-là. Mais à la SNCF, dans un milieu extrêmement dur, masculin, l'artistique moyen quand on travaille à la circulation, ce qui était son cas, c'est-à-dire qu'elle s'occupait de faire tous les aiguillages des trains. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes derrière un ordinateur toute la journée et vous remplissez des tableaux pour que tel train soit attribué à telle ligne, en fait. Donc, c'est un métier génial. Hein. C'est un peu des traders du train. Non, mais pour ceux qui aiment, je vois Isabelle qui dit « Bon !» Mais je te jure qu'il y en a qui aiment. Moi, je les ai rencontrés, les gens qui aiment. Et justement, ils sont dans leur force, ils sont dans leur appartenance. Ils sont cheminots, ils adorent, ils attribuent les bons trains aux bonnes personnes, ils arrivent à négocier les tarifs de circulation, ils jouent avec les tableaux, ils optimisent, tu vois, ils s'amusent. C'est vraiment, tu vois, des petits garçons, quoi, parce que c'est beaucoup des hommes, des petits garçons avec leurs tableaux, et là, ils ont fait un plan de transport super, il y a tous les trains qui peuvent traverser la même voie, tu vois, les uns derrière les autres avec le bon timing et tout. Donc, ils s'amusent comme des petits fous, tu vois. Mais pourquoi ils s'amusent comme des petits fous ? Parce qu'ils sont dans leur force, ils sont dans leur lien d'appartenance et ils sont dans leur contribution, tu vois. Elle arrive là-dedans, il y avait beaucoup de bruit dans les salles de marché, on va appeler ça les salles de marché. Donc, elle était obligée d'avoir un casque anti-bruit. Les mecs, ils parlent un peu, voilà, ils disent des gros mots, voilà. On parle que de chiffres toute la journée, donc toutes les questions existentielles, la philosophie, l'art, Baudelaire et compagnie, bon, ce n'était pas leur sujet. Donc, quand elle arrive à moi, à 45 ans, avec tout ça, elle a son Graal, elle est enfin cadre, d'accord ? Dans sa représentation sociale, justement, hein, dans le conformisme attendu. Elle est enfin ce qu'on attendait d'elle, d'accord ? Mais elle est, voilà, assommée par le poids de cet écart entre son potentiel et ce qu'elle fait dans la vie. Voilà, donc on a fait tout un travail là-dessus. Et une autre personne qui parle de la double contrainte pour les femmes et pour les HPI, c'est Monique de Kermadec, qui a écrit un très très beau livre là-dessus que je vous invite à lire si ça vous intéresse, ça s'appelle « Les femmes surdouées » et qui parle de ça, qui parle vraiment de... Il y a la question d'être femme et de prendre sa place en tant que femme dans une société où il y a encore sa place à faire. Et puis, il y a HPI. Est-ce que mon potentiel, il est utilisé au bon endroit ? Est-ce que je suis à l'endroit où je peux révéler mon plein potentiel ? Ça, c'est vraiment une double question qui se pose pour les femmes à haut potentiel. Je voudrais juste terminer en vous disant qu'il y a des opportunités aujourd'hui pour les femmes sur la question de prendre la place dans la société. Il y a notamment une loi qui a été votée le 16 décembre 2021. Donc, c'est tout récent. Cette loi, elle va permettre d'élargir l'accès au comité de direction pour les femmes. D'ici 2030, les comités de direction qui aujourd'hui ne comptent que 17% des femmes, en 2030, ils devront compter 50% des femmes.
Donc, ça passe par une logique de quotas. On peut être pour, on peut être contre. Moi, personnellement, je préférerais que ce soit sans les quotas, évidemment, parce que j'aime l'idée de la reconnaissance des compétences. Beaucoup de femmes auraient préféré que ce soit comme ça, et notamment des femmes qui ont pris place dans la société et qui ont refusé les quotas il y a 10 ans, 20 ans. Je pense à Christine Lagarde, j'ai plus son prénom, la PDG de la RATP qui s'appelle Guillouard. Elles étaient contre, donc elles ont refusé il y a 20 ans ces lois. Et puis là, aujourd'hui, elles disent, nous maintenant on y est, mais on voit bien que ça traîne derrière et que si on ne fait pas des lois, on mettra 200 ans. Et 200 ans, ce n'est pas une boutade, c'est vraiment les calculs qu'ils ont faits pour essayer d'avoir une projection sur quand est-ce qu'on va être à égalité, en fait, sur cette possibilité-là. Voilà, donc il y a des opportunités qui vont se présenter pour les femmes. Et je veux vous prévenir, parce que après, vous prenez ma prévention ou pas, faites ce que vous voulez, évidemment. Mais moi, la première réaction que j'ai eue au vote de cette loi, c'est que je me suis dit, OK, super, ça veut dire que le plafond de verre a explosé. Les organisations ont fait péter le truc qui empêchait les femmes d'avancer, et en obligeant à ce qu'il y ait une parité. Mais en même temps, il va peut-être falloir qu'on fasse attention aux débris sur le chemin, parce que les débris, c'est quoi? C'est que si on ne pense pas l'organisation du travail au regard de cette nouvelle donne qui est qu'il y aura autant de femmes que d'hommes avec des responsabilités, je vais reprendre ce qu'avait dit très malheureusement Fabius quand Ségolène Royal s'était présentée à la présidentielle en 2007. Il avait dit « Mais qui va garder les enfants ?» Voilà, bon, c'était un peu déplacé. Mais pour le coup, je pense que c'est là, aujourd'hui, une opportunité de parler de ça, de parler de coopération, du coup, d'organisation du travail, et de se dire si tout le monde est sur le terrain, parce qu'il y a peut-être des femmes aussi qui refusent ces postes-là, parce qu'elles se disent, OK, mais alors du coup, en effet, qui va s'occuper des enfants, et qui prennent ça à leur charge, alors, c'est pas obligé, elles pourraient ne pas le faire, mais en tout cas, elles le font, d'accord? Demain, on va venir chercher ces femmes-là. Parce qu'encore une fois, ce que je vous disais, les compétences, elles existent. Les femmes, elles sont là, sur le terrain. Elles ont les compétences pour prendre ces postes de direction. 48% ont les diplômes. D'accord? Mais du coup, on va venir les chercher. Et si on n'a pas participé à la discussion d'ici 2030 sur OK, mais comment ça va se passer? C'est quoi l'organisation du travail? C'est quoi les coopérations entre les hommes et les femmes? C'est quoi les coopérations à la maison? Dans les tâches familiales, parentales, logistiques. Comment on fait, en fait? Comment on redessine, du coup, ensemble, les hommes et les femmes? Et c'est pour ça, du coup, que je voulais vraiment aussi vous parler de ce sujet-là aujourd'hui, en cette journée internationale des droits des femmes. Comment est-ce qu'on peut repenser le modèle? Est-ce qu'on n'a pas là une opportunité de repenser le modèle? Et pour les femmes aussi, une opportunité, du coup, de se demander qu'est-ce qu'on veut? Et si j'ai une idée qui est un peu décalée avec ce qui existe aujourd'hui, comment je fais pour le proposer? Comment je fais pour me positionner et dire, est-ce qu'on pourrait penser ensemble quelque chose? Voilà. Alors, pour faire ça, ça nécessite de développer certaines compétences. Ces compétences-là, je les ai mises ici. C'est justement celles que j'ai découvertes pendant ma thèse de doctorat. Je les ai découvertes auprès des équipes et des managers qui réalisaient les projets et se sentaient bien. Donc, qui cochaient les deux cases. On atteint la réussite et en plus, on s'éclate à le faire. Alors, je me suis dit, tant qu'à faire, ces 6 dimensions-là, si elles marchent pour les managers et les équipes, elles devraient bien marcher pour les femmes qui ont beaucoup de projets à mener et qui ont envie de faire en sorte que tout le monde se sente bien, elles d'abord, et puis peut-être leurs enfants, leurs conjoints, leurs collaborateurs, leurs patrons, enfin voilà, d'accord? Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas s'inspirer de ces 6 dimensions-là? Et donc, le modèle que je propose, en tout cas quand j'accompagne, et certaines d'entre vous ici le savent, je m'appuie vraiment sur ce modèle-là pour aller vers le développement de ces 6 dimensions, la responsabilité, la reconnaissance, le relationnel, la communication, l'accompagnement et le développement et l'organisation. Voilà. Donc, je ne peux pas développer ce soir parce que ça pourrait faire l'objet d'une autre conférence là-dessus, mais c'est vraiment ça qui est au cœur. Je vais passer un peu plus vite là-dessus. Je vais vous mettre en lien, tenez ici le kit à télécharger si vous voulez. Hop, laissez-moi juste un petit instant pour vous trouver ça
vite fait, bien fait quelque part. Vous pourrez télécharger le kit. Dedans, vous aurez tout. Vous aurez qu'est-ce que ça veut dire ces 6 dimensions, comment on reconnaît, est-ce que je peux m'auto-évaluer sur ces 6 dimensions-là. Vous pourrez passer un questionnaire aussi d'auto-évaluation. Et puis après, si vous avez envie qu'on en parle, je suis évidemment à votre écoute pour le faire. J'espère que ça va s'ouvrir. Et donc, je vais vous mettre le lien je vais vous mettre plusieurs liens. Je vais vous mettre le lien du questionnaire, je vais vous mettre le lien de mon livre. Et puis voilà, ça sera déjà pas mal. Donc, voilà ce que je voulais vous dire ce soir. J'aimerais juste qu'on conclue ensemble, voir un petit peu qu'est-ce que ça vous inspire, quelles sont les réflexions que ça amène. Et puis, on va clôturer cette belle soirée pour que vous puissiez continuer aussi peut-être avec les vôtres. Voilà. Dites-moi un petit peu s'il y avait un mot ce soir avec lequel vous auriez envie de repartir. Merci, Caroline. Si vous aviez un mot, par exemple, Caroline, avec lequel vous avez envie de repartir ce soir et de garder ça en tête et peut-être même de filer la réflexion là-dessus. Sachez qu'on part également en séminaire avec l'école des femmes inspirantes en avril. Donc, si vous avez envie d'aller plus loin là-dessus, envoyez-moi un message, on pourra regarder ensemble. Et puis, si vous avez envie de venir me voir, soit pour un bilan, soit pour une séance, je suis au Centre des thérapies intégratives et nouvelles technologies à Paris. Vous pourrez me trouver sur Doctolib. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Donc, confirmation, place. Eda, tu as dit aussi quelque chose. Senior, 71 ans, j'apprends beaucoup avec tes conférences. Merci beaucoup. Donc, toi, c'est oxygène, du coup, ton mot. Super. Espoir, action pour Nancy, top. Super. Je vais juste vous mettre comme promis les liens vers le kit que vous pouvez télécharger gratuitement. Hop, je vous mets ça tout de suite. Donc là, vous avez vraiment la substantifique moelle de 4 ans de travaux de terrain, plus de 200 interviews. On a récolté 3 ou 4 000 situations en fait, dans lesquelles les managers s'étaient retrouvés, les équipes s'étaient retrouvées. Mais c'est de là que sont sorties les 6 dimensions. Donc, c'est vraiment pas un truc qu'on s'est dit, on s'est regardé, on s'est dit, oh, tu vois, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Alors, on a fait 2-3 statistiques après aussi. Voilà, donc vous avez un truc un peu solide sur lequel vous appuyez et allez explorer. Et je suis heureuse de vous offrir ça ce soir. J'espère que vous mettez de la valeur là-dessus. Et je vais vous mettre également, pour ceux que ça intéresse, le lien vers le livre, voilà, vers Femme-S, libre, la liberté d'être unique aux multiples facettes. Vous aurez aussi des petites choses pour continuer la discussion. Et puis, dernière chose, si ça intéresse certaines d'entre vous d'en savoir un peu plus sur ce qu'on va faire en week-end avec les femmes inspirantes en avril, je vous mets ça ici. Et sachez que j'applique pour cette semaine le tarif réservé aux participantes de l'école. Donc, c'est un beau cadeau parce que c'est quand même un peu plus d'investissement en temps normal. Mais voilà, là, pour cette semaine, en l'honneur des femmes, je souhaitais faire aussi de la place à des femmes qui auraient juste envie de rentrer dans un parcours de réflexion via le biais du séminaire. Donc, vous pouvez aller regarder tout ça. Voilà. Merci infiniment. On peut se retrouver encore cette semaine. Je fais un live à 13h jeudi avec Edna Kaïm. On refait un live sur parentalité et conciliation vie pro, vie perso. C'est offert de nouveau. C'est en live sur Facebook et dans Zoom aussi. On va ouvrir une salle Zoom pour pouvoir échanger avec vous. Vous pouvez regarder mon actualité régulièrement. Venir dans le groupe Facebook privé aussi. On publie des choses tous les jours. Voilà, donc ravie d'avoir passé de nouveau ce temps ensemble. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à bientôt.
Merci à vous.